Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va continuer de parler de corruption, de conspiration et de complot. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, je vous invite à le consulter. Même s'il n'est pas nécessaire à la compréhension de celui-ci, il permet de mieux comprendre les choses quand même. Tout d'abord, avant de commencer cet épisode, je voudrais faire un rappel de l'épisode 242. Se poser des questions, chercher des vérités alternatives, être méfiant, percevoir des menaces, des vices et de la corruption potentielle, etc., ce n'est pas être complotiste. Être complotiste, c'est croire que les problèmes, les vices, la corruption, les menaces et compagnie sont voulus et planifiés et cachent des intentions secrètes. Pour donner un exemple concret, croire que les vaccins présentent des vices et sont nocifs pour la santé, ce n'est pas une croyance complotiste. En revanche, croire que les vaccins sont délibérément viciés et nocifs pour la santé, afin de réduire et contrôler la population mondiale, ça, c'est une croyance complotiste. Encore une fois, le complotisme ne réside pas dans l'identification de problèmes, de vices, de corruption, de dangers, etc., mais dans l'attribution de causes voulues, de contrôle, d'orchestration, d'intentions cachées, d'objectifs secrets associés à ces problèmes, à ces vices, à ces corruptions et à ces dangers. Systématiquement parler de plan et d'orchestration, ce n'est pas sérieux. C'est vraiment donner trop de crédit et de conscience aux responsables des problèmes, des vices et de la corruption. Personnellement, je pense que très souvent, c'est notre stupidité et notre désir de développer et contrôler la vie sans maîtriser, comprendre et planifier à l'avance toutes les conséquences qui causent les gros problèmes de vices et de corruption et les conséquences négatives à long terme. Donc tout l'inverse de l'orchestration. On m'a déjà reproché de caricaturer, de manquer de nuances et de généraliser quand je parle des complotistes, et que j'avais tort. Alors que c'est l'inverse. C'est justement parce que je ne généralise pas le terme complotiste que mes critiques sur les complotistes ne s'appliquent pas aux personnes qui se posent des questions à propos de la corruption, aux personnes qui suspectent sérieusement les vices, les dangers et les conséquences à long terme de tel ou tel produit, etc. Tout ça ne rentre pas dans le complotisme. Je répète encore une fois, se poser des questions, suspecter les vices et les dangers de tel ou tel produit, prendre des précautions, être méfiant, chercher des vérités alternatives, etc. Tout ça ne fait pas de vous un complotiste. À ça, on m'a déjà répondu que c'était quand même une vision trop anticomplotiste. Et je vais vous synthétiser un échange que j'ai eu à ce propos dans les commentaires de mes vidéos avec une personne que je remercie pour la qualité de l'échange au passage. Pour reprendre l'exemple des vaccins, l'industrie pharmaceutique a financièrement intérêt à vendre des vaccins, peu importe qu'ils soient bénéfiques ou néfastes sur le long terme. On a déjà des évidences que l'industrie pharmaceutique est capable de dissimuler des preuves de la nocivité dans le but de faire plus de profit plus longtemps. De la même manière, l'industrie pharmaceutique ne va pas s'empêcher de continuer à promouvoir des vaccins pour lesquels il y a des doutes qui ont été émis. Là encore, ils ont un intérêt financier à fermer les yeux là-dessus. Leur mission n'est pas tant de soigner que de faire des profits en soignant, ce qui automatiquement va corrompre leur façon de soigner. On est d'accord. Ils ne vont pas privilégier les meilleurs moyens de soigner si ces moyens impliquent des pertes. Mais ce n'est pas une conspiration pour autant, étant donné qu'il n'y a pas d'intention de nuire. La potentielle nuisance ne s'inscrit pas dans une démarche de nuisance, mais dans une démarche de gain d'argent. Autrement dit, ce n'est pas de la conspiration, c'est de la corruption. C'est très important de ne pas mélanger les termes. Après, on peut se dire qu'il y a quand même des industries qui agissent pour pouvoir continuer à nuire tant que c'est profitable. Et certaines personnes clés en sont forcément conscientes, comme certains preneurs de décision, certains scientifiques qui mènent des études conçues dans le but d'échouer à détecter une nocivité, ou encore certains zététiciens anonymes qui critiquent systématiquement les études en faveur de la nocivité, mais pas celles en faveur de l'innocuité. On peut se dire que eux, ils savent, ils sont dans le coup, et donc que ça va plus loin que de la corruption, que ça rentre dans la conspiration. Par exemple, quand l'Institut Pasteur a été absorbé par une multinationale, les scientifiques de ce même institut avaient alors publiquement dénoncé le choix de l'adjuvant aluminium plutôt que calcium, qui est moins cher mais plus nocif. Le décisionnaire savait, ces personnes clés dissimulent des informations collectivement et consciemment contre l'intérêt général, dans leur intérêt personnel. Et on peut se dire que ça, c'est la définition même du complotisme. Ce n'est pas juste de la corruption, c'est de la conspiration. Mais si vous m'avez bien suivi, en fait, non. Tout ça, ce n'est pas de la conspiration. C'est toujours de la corruption. Pourquoi ?
Parce que la conspiration implique de mauvaises intentions dès le début, alors que la corruption implique que ce qui était bon, ou tout du moins neutre, se transforme en mauvais en cours de route. Et en l'occurrence, ici, le plan initial n'a très probablement jamais été d'aller contre l'intérêt général. Ce qui les a fait aller contre l'intérêt général, c'est la corruption en cours de route. Pour mieux comprendre, on peut schématiser le processus. Étape 1, on commence une entreprise sans mauvaises intentions. Étape 2, on fait du profit avec cette entreprise. Étape 3, on se rend compte après avoir commencé que notre entreprise nuit. Étape 4, on se rend compte qu'il n'y a pas moyen de pallier cette nuisance sans perdre en profit. Étape 5, étant donné que l'on s'est attaché au profit de l'entreprise et qu'on est trop bête et trop avare pour s'en détacher, on ferme les yeux sur la nuisance et on fait en sorte que cela reste ainsi. Ce schéma, c'est typiquement de la corruption. Pourquoi ? Parce qu'au fond, dans ce schéma, on préférait que les nuisances associées à notre gagne-pain n'existent pas. Mais comme elles existent, on ferme les yeux et on essaie de les cacher. Ce n'est pas vraiment du complotisme, car les nuisances sont des épiphénomènes indirects de l'entreprise. Le complotisme implique de vouloir les nuisances, de chercher dès le début à les faire exister pour arriver à une certaine fin. Autrement dit, le complotisme implique que les nuisances font partie du plan. Et c'est ça que je critique quand je dis que trop de gens utilisent à tort les termes conspiration et complot au lieu du terme corruption. Autant la corruption est partout, je suis d'accord, autant je pense vraiment que les complots et les conspirations, c'est vraiment très rare. C'est vraiment très rare. Pourquoi ? Parce que cela requiert à la fois de l'intelligence et une volonté de faire du mal pour faire du mal. Les complots et les conspirations se font contre quelque chose. Et pour moi, on est la plupart du temps dans le contraire. La volonté n'est pas de faire du mal, mais de faire du profit. L'intelligence, il n'y en a pas. Justement, c'est plutôt de la bêtise. Justement, c'est plutôt de la bêtise qui est à la source de la corruption. Il y a effectivement une tolérance consciente du mal, ou un manque de volonté conscient de contrer le mal, et ça, c'est de la corruption. Mais sur le plan cognitif et émotionnel, ce manque de volonté de contrer le mal, c'est très très différent d'une volonté de créer soi-même le mal. Le mal qui est toléré est un épiphénomène indirect de l'entreprise, et non un objectif direct de l'entreprise. Et vous savez, cette tolérance du mal, ça n'a rien d'exceptionnel. La quasi-totalité des êtres humains ont une vicieuse tendance à tolérer le mal qui est adjoint à leur bien. Par exemple, ne serait-ce que dans la procrastination. Ou encore dans le fait de laisser quelqu'un faire du mal à d'autres sans intervenir, pour ne pas avoir soi-même de problème en intervenant. On sait que c'est mal, mais on laisse faire. On n'est pas intolérant, parce qu'on a quelque chose à gagner à tolérer ce mal. Dans tous les cas, il me semble, on ne cherche pas à faire le mal. Le mal se fait, et on ne fait rien pour le contrer. Et cette tolérance, c'est de la corruption. En revanche, la conspiration, c'est-à-dire la volonté de faire du mal, la volonté de nuire à quelque chose, je pense que c'est infiniment plus rare. Pareil pour les zététiciens et les études supposément indépendantes, qui cherchent à démontrer tel ou tel truc, je pense honnêtement que même s'ils sont corrompus, ils n'ont pas vraiment conscience de leur corruption. C'est de la corruption aveugle. C'est-à-dire qu'hormis de très très rares exceptions, les personnes sont vraiment bien intentionnées et indépendantes dans leur tête, même s'ils se font des illusions. Comme je vous le disais dans l'épisode précédent, notre cerveau est maître dans l'art de se voiler la face et de rationaliser et défendre ses intérêts. Et je pense que c'est là l'un des plus gros problèmes du monde en fait. Ce n'est pas que les gens sont méchants et mal intentionnés. Non, au contraire, la plupart des gens sont bien intentionnés. C'est juste qu'ils sont tellement aveugles à leur propre corruption que, inévitablement, ce décalage avec la réalité crée le terrain idéal pour faire émerger toutes sortes de dynamiques pourries. Pour ce qui est des études financées par des investisseurs, il y a clairement une conscience du mal. On est d'accord. Les mecs ne sont pas ignorants des magouilles. Ils font ça pour continuer à vendre. C'est de la corruption consciente, et non de la corruption aveugle. Et effectivement, là, on se rapproche beaucoup du complot et de la conspiration. Considérer ça comme un complot ou une conspiration, à la limite, c'est pas une grosse erreur. Mais pour moi, ça reste une légère erreur. Parce que avoir un intérêt à gagner en tolérant consciemment les nuisances envers l'intérêt général, fait en sorte de cacher des choses négatives et de manipuler les apparences pour continuer ses petites affaires tranquilles, ce n'est pas suffisant pour entrer dans la sous-catégorie complot. Sinon, la plupart des publicités et du marketing seraient aussi du complot. Parce qu'ils manipulent les apparences et les perceptions de manière pratiquement mensongère, de telle sorte à envoyer le plus possible de positif et le moins possible de négatif. Donc,
si on veut rester strict, c'est de la malversation, oui, mais ce n'est pas du complot. C'est encore de la corruption consciente. Pour citer l'épisode précédent, dans un certain sens de la corruption, il y a l'action de se détourner de son devoir supérieur, de s'engager à faire quelque chose contre l'honneur. L'honneur renvoyant au sentiment d'une dignité morale, estimée plus haut que tous les biens et qui porte certaines personnes à des actions loyales, nobles et courageuses. Sachant que ce qui est digne et noble peut être vu comme ce qui contribue au bien général, au bien commun, et non à son intérêt personnel. Donc clairement, là, c'est de la corruption consciente. Une corruption consciente qui, indirectement, peut avoir des conséquences négatives sur la vie des gens. Mais du complot, non. Le mot est trop fort. Dans le complot, les conséquences négatives sur la vie des gens, elles ne sont pas indirectes. Un complot, par exemple, c'est de planifier consciemment de tuer quelqu'un pour gagner du pouvoir. Dans le complot, faire du mal est au centre de la stratégie d'accumulation de pouvoir. Donc dans la volonté derrière le complot, certes, il y a une volonté de gagner quelque chose, notamment un intérêt personnel. Mais il y a aussi et surtout une volonté de nuire, tuer, trahir, attenter à quelque chose, etc. Le complot se fait toujours contre quelque chose et non juste pour quelque chose. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à l'utilisation de ce terme. Il est très lourd de sens. Je répète différemment, le complot a pour objet de nuire à quelque chose et ses vues sont toujours criminelles. Et c'est là que repose tout le différent. Pour moi, il n'y a pratiquement jamais de volonté de nuire dans ce qui est théorisé à tort comme un complot. Juste une volonté de gagner en tolérant le mal sur la route. Mal dont se passerait bien s'il ne venait pas en épiphénomène indirect de ce qu'on cherche à obtenir. Si vous voulez, dans la corruption, qu'elle soit consciente ou aveugle, les gens sont des irresponsables. Ils sont ivres de pouvoir, ils sont hypnotisés par le gain, et cela les aveugle au mal qu'ils font. Un peu comme des adolescents irresponsables qui ne se rendent pas compte qu'ils vont trop loin dans les conneries qu'ils font pour s'amuser. Une autre métaphore éclairante, c'est celle de l'addict au jeu d'argent qui se ruine dans sa recherche de gain. Il est tellement addict à l'idée de gagner qu'il continue même quand il détruit sa vie. Enfin, un autre exemple pour en remettre une couche, l'amour peut nous corrompre à négliger, minimiser, rationaliser et accepter les vices d'une personne. Ainsi, dans la corruption, la fin qui nous intéresse justifie le mal sur la route. La fin qui nous intéresse nous corrompt à négliger, minimiser, rationaliser et accepter le mal qui est lié à notre quête. Mais la fin en elle-même n'est pas de faire du mal, contrairement au complot et à la conspiration. Dans la corruption, c'est l'attraction vers l'intérêt qui nous corrompt et qui entraîne le mal sur la route de l'intérêt, et non l'attraction vers le mal qui directement entraîne le mal, comme dans le complot et la conspiration. De la même manière que la peur, la douleur, la souffrance, etc., que produit notre corps, ne sont pas des forces du mal. Ce sont des choses qui sont au fond motivées par l'intérêt, et non juste là pour nous faire du mal. Donc faire du mal en cherchant à gagner quelque chose, ce n'est pas du complot, y compris si on est conscient de ce mal. Ça sera du complot si on cherchait à faire ce mal. Mais ici, le mal est ce qu'on appelle en biologie un spandrel, un produit dérivé de quelque chose d'autre. Un produit dérivé qui est maintenu pour et par l'existence de ce quelque chose d'autre, et non pas pour et par lui-même. Si on néglige ce point, alors c'est la porte ouverte à tout appeler complot. Comme le font hélas trop de complotistes, qui ne sont pas assez rigoureux dans leur usage des concepts, dans leur perception et dans leur critique du monde. Si on néglige ce point, rien ne nous empêche de dire qu'une lionne, qui s'apprête à chasser une gazelle, complote contre cette gazelle par exemple. Ce qui est absurde, y compris si les lionnes se mettent à plusieurs. Il y a un concept très important, mis en avant par le philosophe Daniel Dennett, pour comprendre ces comportements. C'est le concept de compétence en l'absence de compréhension. Autrement dit, le concept de compétence aveugle. Par exemple, si vous avez un chat à la maison, vous avez peut-être remarqué que dès qu'il voit un oiseau au loin, il arrête toute activité et se met à approcher discrètement, prêt à bondir. De notre point de vue, on pourrait se dire que le chat comprend l'intérêt d'approcher discrètement et que du coup il est vicieux. Mais c'est de la projection humaine, de l'anthropomorphisme. La vérité c'est que personne ne lui a appris ça et c'est tellement mécanique et instinctif qu'il ne pourrait faire autrement. Il est né avec cette stratégie comportementale ancrée en lui. On dirait que le chat a une théorie de l'esprit, qu'il sait qu'il faut être discret pour ne pas prévenir l'oiseau, etc.
et que c'est cette conscience conceptuelle qui guide sa compétence. Mais non, c'est de la projection. La compétence est aveugle, tout du moins conceptuellement. De la même manière qu'une araignée n'a aucune idée à l'avance de pourquoi elle suit telle ou telle forme pour faire sa toile. C'est de la compétence en l'absence de compréhension. Ce n'est pas parce que des comportements sont habiles, organisés, coordonnés, discrets, etc., qu'ils ont été consciemment pensés pour l'être par les animaux. La vérité, c'est que les animaux sont probablement incapables de faire autrement. Parce qu'au fond, ils comprennent pas grand-chose à pourquoi ils s'y prennent comme ça. À ce niveau, ce sont des marionnettes de leurs instincts. De la même manière que l'araignée est incapable de changer les patterns de sa toile d'araignée. Du coup, induire que les animaux ont des plans, une perception de plans, une théorie de l'esprit, etc., c'est pour moi aussi erroné que de dire que les animaux s'accouplent et copulent pour se reproduire et perpétuer leur gène. Alors que non, ils ne voient pas les choses sous l'angle de ce plan de la nature, même s'ils participent inconsciemment à ce plan de la nature. La théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité de se distancer de son propre esprit pour prendre la perspective d'un autre, de comprendre ses intentions, de représenter ce qu'on pense qu'il sait, ce qu'on pense qu'il sait qu'on sait, ce qu'on pense qu'il ne sait pas qu'on sait, etc., 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 elle se développe assez tard chez l'être humain, cette capacité. Alors même que notre cerveau est structuré pour. C'est une capacité très avancée. On peut en discuter chez certains animaux, les primates non humains notamment, mais chez les gazelles et les lionnes, c'est très probablement le niveau 0. C'est du pur instinct aveugle qui les fait réagir les uns envers les autres, et non une représentation conceptuelle de la gazelle par la lionne et de la lionne par la gazelle. Et en disant ça, attention, je dis pas que les animaux ne sont pas conscients des autres et ne sont pas en connexion émotionnelle avec les autres. Bien sûr que certains animaux sont conscients des autres et en connexion émotionnelle avec les autres, mais ce n'est pas suffisant pour avoir une théorie de l'esprit. La preuve en est, les enfants humains. Ils sont indéniablement conscients des autres et en connexion émotionnelle, mais avant un certain âge, leur théorie de l'esprit est très limitée. Ils n'arrivent pas à bien séparer leur perspective de la perspective des autres, et à les traiter différemment. Ils pensent notamment que dès qu'ils savent quelque chose, alors tout le monde le sait aussi. Ils n'arrivent pas à bien réaliser que des gens peuvent ne pas savoir des choses qu'ils savent. Parce que, rien que d'arriver à faire ça, ça demande de prendre de la distance sur sa propre perspective. Justement, pour vous dire à quel point la théorie de l'esprit humaine est complexe, je pense que les gens qui voient des complots un peu partout, c'est en partie dû à leur capacité de théorie de l'esprit qui n'a jamais pu atteindre un niveau suffisamment avancé. Une capacité de théorie de l'esprit qui n'est pas assez avancée pour faire la part des choses entre leur perspective et la perspective des autres, et pour se représenter de manière objective la perspective de chacun, sans parasiter avec des projections et des fausses croyances. Et quand tu y réfléchis, ce n'est pas étonnant que ce soit fréquent. Parce que parvenir à bien représenter l'esprit de plein de personnes différentes dans notre propre esprit, et s'y retrouver à travers le temps, sans faire de mélange et de mauvaises inférences, ça demande plein de ressources mentales. Bref, pour préparer des conspirations et des complots, il faut avoir la capacité de représenter et créer des buts. Et les désirs de premier ordre qui poussent les animaux à faire ceci ou cela ne sont pas des buts. Les buts renvoient à la capacité métacognitive de prendre de la hauteur et de former des désirs de second ordre, c'est-à-dire des désirs à propos de quel désir de premier ordre on souhaite suivre et avoir. Ça implique une représentation des possibilités. Et tout ce dont on parle au niveau des animaux est tellement influencé par les instincts réactifs qu'on ne peut vraiment pas parler de but. Donc l'image qu'on peut se faire de la lionne qui complote contre la gazelle, elle tombe à l'eau, ou tout du moins, elle ne fait que renforcer l'idée que je défends, à savoir qu'on utilise le mot complot pour des choses qui n'en sont pas. Et c'est pareil pour le mot conspiration, dans une moindre mesure, car il a un sens un peu plus large. Comme je vous le disais dans l'épisode précédent, je suis de tout cœur avec l'idée de mettre en évidence les véritables problèmes d'intérêt et de corruption qu'il y a dans le monde. Si on veut améliorer notre monde, c'est important d'en parler, pour ne pas les laisser se faire balayer avec le reste des théories du complot. Mais au final, ce qu'il faut pour mettre la discussion de ces problèmes de corruption sur des bases conceptuelles saines et pouvoir parler de ce qui ne va pas dans le monde sans dire n'importe quoi, c'est ne pas utiliser les termes de complot et de conspiration à tort et à travers. Rien que d'utiliser ces termes à tort et à travers montre une compréhension superficielle de ces problèmes de corruption, une incapacité de les reconnaître pour ce qu'ils sont vraiment, et par conséquent, une incompétence pour faire quoi que ce soit pour les régler. Ce n'est pas sérieux. Ça risque de faire empirer les choses en fait,
d'essayer de combattre les problèmes sans bien les comprendre. Donc, encore une fois, faire passer ses intérêts personnels avant l'intérêt général, c'est faillir à son devoir supérieur, oui, mais ce n'est pas conspirer, ni comploter. De la même manière, la création indirecte et consciente d'un mal qui se manifeste durant une entreprise et ou une recherche d'intérêt, ce n'est pas de la conspiration, c'est de la corruption. Et donc, si vous voulez vous attaquer à ce genre de problème, vous ne devez pas vous considérer comme un complotiste ou comme un conspirationniste, mais comme un corruptionniste. Avec spécialité complotiste et conspirationniste, pourquoi pas. Mais pas à votre cœur. Parce que, comme disait Abraham Maslow, tout ressemble à un clou pour qui ne possède qu'un marteau. Alors, si vous vous considérez comme un complotiste, votre cerveau va commencer à voir des complots partout où il y a de la corruption. Si on insère à tort le terme complot dans les débats, non seulement les nuances dont je vous parle dans ces vidéos passent à la trappe, mais en plus, ça ramène en passager clandestin toute la charge dramatique et polarisante inutile du terme dans l'équation. Ce qui fait que très rapidement, le débat va dérailler et se corrompre. Car beaucoup de participants seront passés en mode émotionnel. Autrement dit, en introduisant ce terme dans la bassine, on tire le débat dans la mauvaise direction. Ce n'est qu'une question de temps avant que ça s'envenime. Encore une fois, le terme complot est trop souvent inapproprié pour parler de corruption. Et en plus, il a été piraté et coopté par des valeurs J basse conscience. Si on veut élever le débat, il faut absolument laisser tomber ce terme autant que possible et l'utiliser uniquement quand c'est approprié. Ou alors l'utiliser pour montrer qu'il est inapproprié et galvaudé, ce qui est ce que j'essaie de faire avec ces vidéos. Bref, pour en revenir aux nuances, une autre manière de distinguer la corruption consciente de la conspiration, c'est que la corruption consciente a une connotation beaucoup plus passive que la conspiration, qui elle a une connotation active. Par exemple, en France, on peut commettre un délit de non-assistance à personne en danger. Les personnes qui commettent ce délit ne sont pas en tort parce qu'elles ont fait quelque chose de mal, mais parce qu'elles n'ont pas fait quelque chose de bien qu'elles auraient dû faire. Elles sont restées passives malgré leur conscience que la personne était en danger. Et avec la corruption consciente, c'est souvent très très similaire comme logique. Les personnes sont en tort parce qu'elles tolèrent passivement et consciemment le mal sur leur chemin. Elles sont en tort parce qu'elles ne se soucient pas assez des autres, pas assez du développement durable, pas assez de l'intérêt commun, pas assez de trouver la meilleure solution pour tout le monde, pas assez d'élever le niveau, etc. Souligner cet aspect passif est très important pour capturer le cœur du problème de la corruption consciente, à savoir le laisser-aller du mal, le manque de valeur, le manque de conscience morale, le manque de standards, le manque de responsabilité consciente envers les autres et envers le futur, etc. Dans la corruption consciente, les personnes ne sont pas activement en train de créer le mal dans le monde, mais ils le catalysent. Ils laissent le mal s'exprimer. Ils sont complices du mal. Ils ne font rien à leur niveau pour le contenir. Et si on se met à conceptualiser les choses comme ça, on se rendra à l'évidence que la corruption consciente nous concerne tous à un certain degré. Par notre simple existence, on contribue indirectement au mal de différentes choses. Et on a conscience de ce mal, au moins de manière intermittente. Rendez-vous compte, la simple procrastination est une création passive, consciente et indirecte de notre propre mal. Le simple fait qu'on se laisse aller et qu'on ne fait pas les efforts qu'on devrait faire pour élever notre vie et celle des autres, qu'on ne fait pas les efforts qu'on devrait faire pour tirer parti de notre potentiel, au lieu de le gâcher, qu'on ne fait pas les efforts qu'on devrait faire pour contribuer à apporter de la valeur dans le monde, plutôt que d'en prendre comme un parasite, c'est déjà le début de la corruption consciente. Pas très confortable pour l'ego de réaliser ça. Ce qui est, je pense, l'une des raisons pour lesquelles les termes conspiration et complot ont plus la cote vis-à-vis de l'ego. Parce que c'est accusateur vis-à-vis des autres, et non de soi-même. C'est confortable, ça nous met hors d'atteinte d'utiliser ces termes. Ça nous distrait de notre propre corruption. On peut facilement dénoncer et se battre contre les complots sans être un hypocrite. Par contre, si on veut dénoncer et se battre contre la corruption consciente sans être un hypocrite, c'est plus difficile. Parce qu'encore une fois, rien que la procrastination nous fait mettre un pied dans la corruption consciente. Ce n'est ni dans ton intérêt supérieur, ni dans l'intérêt général de procrastiner. Et une partie de toi le sait. Pour en revenir à l'hypocrisie, en soi, c'est également une marque de la corruption consciente. Une entreprise qui dit œuvrer dans l'intérêt général, mais qui en réalité œuvre davantage dans son intérêt personnel, c'est une entreprise hypocrite, ou tout du moins une entreprise qui se voile la face.
de la même manière que les complotistes extrêmes, qui se disent œuvrer pour la recherche de la vérité, se voilent la face, et trahissent sans le réaliser leur propre mission de recherche de la vérité. On pourrait se dire corruption consciente, conspiration, complot, à quoi bon pinailler? Au final, ça ne change rien à la nuisance en elle-même. Qui ait volonté de nuire ou pas, au final, ça ne change rien à la nuisance créée, qui existe bel et bien. Donc quelque part, on pourrait se dire que la méfiance complotiste est justifiée. Et encore une fois, j'insiste, non. Qu'il y ait volonté de nuire ou pas, au final, ça ne change rien à la nuisance créée. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Mais par contre, ça change le problème. Un problème n'est pas simplement défini par ses symptômes, et surtout, on ne peut pas résoudre un problème en se basant juste sur les symptômes. C'est souvent tout le problème de la médecine d'ailleurs, de vouloir soigner des symptômes sans s'assurer de bien comprendre le problème à soigner. En voulant supprimer les gens qui ont la volonté de nuire, le problème ne disparaîtra pas, car depuis le début, les symptômes ne viennent pas de là. Comme je vous le disais dans l'épisode précédent, le problème est beaucoup plus profond et complexe que ça. Donc même si on a raison de fortement se méfier des nuisances créées par les êtres humains, qui ne sont clairement pas des fantasmes, il faut se méfier de la bonne manière. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est que les complotistes extrêmes ne se méfient pas de la bonne manière. Leur façon de se méfier, c'est une partie du problème de la corruption. C'est une méfiance biaisée et mal dirigée, une méfiance dramatisée. Comme je vous le disais dans l'épisode 242, je milite pour qu'on se méfie et qu'on incrimine les failles de notre cerveau par défaut, plutôt que les grands méchants, les dirigeants, les riches, les grandes entreprises, etc. Comme ça, on se met nous aussi dans ce dont il faut se méfier, à savoir notre cerveau par défaut et les bêtises, les raccourcis pratiques et les entorses qu'il nous pousse à faire. Ce que par défaut, on ne fait pas. Par défaut, on a un angle mort gigantesque sur nous-mêmes. Et en dédramatisant ce dont il faut se méfier, en comprenant qu'au fond, tout est surtout question de bêtises, de facilité et d'entorse, on calme tout de suite cette valorgie toxique de diabolisation, de haine, de peur, de nous versus eux, etc. Parce qu'on est tous dans le même bateau. Les responsables des problèmes du monde passent de la catégorie Dieu calculateur et tout-puissant à la catégorie enfant irresponsable à qui on a donné trop de pouvoir. Et on ne règle pas ces situations de la même manière. Sur ce, on s'arrête là pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, je vais vous introduire un nouveau principe d'auto-organisation pour vous expliquer comment même la corruption aveugle peut être organisée et donner l'illusion d'un complot. Ça permettra de remettre une couche sur l'importance de se méfier des biais inconscients. En attendant, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour la visibilité, et je vous invite également à rejoindre le Discord de la Fondation Magister pour prendre part à des discussions sur les différents aspects du développement. Le lien est dans la description de la vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.